Je vais donc vous présenter rapidement Tom. Tom est conseiller en gestion de l'eau pour le MECDD, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. C'est juste les Il est hydrogéologue et a travaillé 10 ans dans l'administration de la gestion de l'eau. C'est aussi un homme engagé auprès d'ONG Dignity, par ailleurs, qui défend un développement rural et la cause des femmes en Inde. On le remercie beaucoup d'être avec nous ce soir et de nous permettre d'avoir accès à un petit peu de son savoir. Je lui laisse la parole sans plus tarder. Merci. Okay. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Nori, merci beaucoup à toutes les personnes chez SAL pour me donner l'occasion un peu de présenter un point de vue changement climatique du point de vue de l'eau, notamment les travaux qui sont faits auprès de notre ministère et aussi des administrations connexes. Donc, je vais lancer ma présentation. Est-ce que tout le monde la voit? Ouais. Je n'ai pas de retour. Je pense que c'est bon. Merci. Oui, avant de venir dans le vif du sujet, un bref rappel de la particularité de Luxembourg en ce qui concerne l'eau. Donc, on se trouve en fait à la frontière de deux bassins versants régionaux. À un côté le bassin du Rhin, à l'autre côté le bassin de la Meuse. Et cette particularité hydrographique, elle est dans ce sens là, c'est important parce que nos cours d'eau sont assez sensibles à des changements de précipitation, à des entrées de polluants, etc. Le gros challenge, en fait, c'est un peu ce que j'ai résumé dans quelques images, hein, donc de rendre les cours d'eau le plus naturel possible, de rendre possible la vie aquatique, que ce soit à plusieurs dimensions, des poissons, des micro-organismes, de faciliter à nouveau, par exemple, cette migration de poissons, comme vous le voyez sur le slide de droite, mais aussi gérer les inondations, gérer les pollutions au niveau des cours d'eau pour qu'on ait vraiment cette bonne qualité de l'eau pour la santé de l'homme, mais aussi pour la santé, disons, des organismes vivant dans l'eau. Donc ça, c'est la partie eau de surface. La partie eau souterraine, c'est plutôt la partie voilée de la partie de l'eau. Donc d'un côté, on a aussi des écosystèmes importants qui sont par exemple ces sources de tufa qu'on trouve par exemple dans le Mullertal, mais aussi l'eau souterraine est très importante pour l'utilisation, par exemple pour l'eau potable. Ce qui est aussi important de savoir que cette eau souterraine, elle est liée à des couches géologiques particulières qui justement permettent de stocker et de guider l'eau vers des exutoires comme des sources. Bien sûr, l'eau souterraine, l'eau surface sont souvent liées. Hein, il faut le voir comme un ensemble. Juste quelques mots en résumant la situation en eau potable. Donc, la responsabilité au Luxembourg pour la gestion de l'eau potable, c'est au niveau public. Hein, donc, c'est les communes, respectivement des syndicats intercommunaux, qui sont responsables de la gestion des réseaux d'eau. Et ces réseaux d'eau sont alimentés par deux types de ressources. Hein. Par la moitié sont des eaux de surface et surtout un grand plan d'eau, le plus grand plan d'eau au Luxembourg. Hein, donc, c'est le lac de la Haute-Sûre. Puis les 50% restants qui viennent justement de l'eau souterraine. Donc, je vous ai déjà expliqué, les réseaux, quand l'eau, quand elle sort du barrage ou quand elle est pompée du barrage, des sources, il faut la conduire jusqu'aux maisons. Ça se fait par des infrastructures eau potable qui sont gérées par les municipalités ou les syndicats d'eau. Et naturellement, pour compléter ce cycle urbain de l'eau, une fois que l'eau est utilisée, usée, elle entre dans des systèmes de collecte d'eau usée ou d'eau résiduaire pour normalement terminer son chemin dans les stations d'épuration, puis les cours d'eau. Voilà, ça pour vous donner un peu le contexte. Maintenant, les impacts du changement climatique au niveau de l'eau se font surtout et essentiellement par des variations des températures atmosphériques et des précipitations atmosphériques qui ont des impacts justement sur
sur ce cycle de l'eau. Hein. Donc, bah, c'est un peu simplifié. Bien sûr, il y a encore d'autres paramètres qui entrent en vigueur, mais grosso modo, c'est ça, cette variation de ces paramètres qui influencent le cycle de l'eau. Et ce qu'on a constaté, je pense que certains d'entre vous qui ont déjà participé à d'autres présentations dans ce cadre-ci ou dans d'autres cadres, c'est d'un côté l'augmentation des températures, hein, donc ça c'est un secret pour personne. Cette augmentation des températures qui aura comme conséquence l'augmentation du nombre de journées estivales au-dessus de 25 degrés, l'augmentation du jour où on a plus de 20 degrés, ainsi que l'augmentation, disons, des nuits tropicales. Probablement, on aura une nuit tropicale aujourd'hui. Et de l'autre côté, surtout en hiver, ça peut avoir un impact sur la réduction des précipitations sous forme de neige. Voilà, il y aura, quand on parle de l'autre paramètre des précipitations, donc grosso modo, on peut dire que les précipitations, la moyenne annuelle reste constante, mais la répartition des précipitations va probablement changer, ce qui va ou qui peut induire des changements, par exemple une augmentation des précipitations pendant la période hivernale. Une diminution des précipitations en été, mais qui est liée à l'apparition de très fortes pluies, hein, ce qu'on appelle des pluies torrentielles. Donc, la distribution en fait des précipitations au cours d'une année, au cours des saisons, est susceptible de changer. Voilà. Qu'est-ce que ces changements auront pour impact probable sur l'eau? Donc, c'est d'un côté, ça risque d'augmenter la température de l'eau elle-même, avec pour conséquence des facteurs de stress pour les organismes aquatiques. Ça peut aussi avoir influencé les réactions chimiques qui ont eu dans les eaux, par exemple une réduction du taux d'oxygène. Ça peut avoir un impact sur la diversification des espèces, la propagation de pathogènes et de parasites. Mais aussi, par exemple, la diminution, la recharge en eau, parce qu'en fait, la période de végétation va s'accroître pendant la période hivernale. Donc, l'eau souterraine ne va plus être rechargée de la même manière qu'elle a peut-être l'habitude de l'être. D'un côté, il y a aussi des impacts indirects, hein, avec une augmentation des températures quand on a des températures comme on a actuellement, donc c'est normal que les gens ont plus soif, mais aussi les plantes ont plus besoin d'eau. Donc, en général, la demande en eau va augmenter, que ce soit pour la consommation d'eau du robinet ou que ce soit à des fins qui ne sont pas des fins potables. Hein. Donc, comme dans l'agriculture, c'est encore très à la mode qu'il y a des installations climatiques qui fonctionnent avec de l'eau, etc. En ce qui concerne les précipitations, quel sera leur impact sur l'eau? C'est d'un côté, il y a l'augmentation du risque d'inondation, hein, que ce soit des inondations subites, avec des pluies torrentielles, par exemple, ou aussi des inondations où il y aura des précipitations sur des périodes plus prononcées, plus prolongées, disons. À nouveau, hein, donc la réduction de la recharge de l'eau souterraine risque aussi d'être diminuée. Et on aura une intensification, surtout quand il y a des événements de pluie torrentielle, de ruissellement en surface. Donc, en fait, le volume des cours d'eau ne sera plus suffisant pour accueillir toute cette eau. Et puis de l'autre côté, quand on aura des périodes de sécheresse, ça aura à nouveau un impact sur les organismes aquatiques. Aussi, la réduction de migration des poissons sera réduite. Bien sûr, aussi des impacts économiques, hein, comme par exemple la limitation de la navigation fluviale. Donc, ça, c'est pas uniquement, ça peut être des impacts qui concernent le Luxembourg, mais en général, disons, nos régions de l'Europe de l'Ouest. Hein. Voilà, je vous ai maintenant amené quelques exemples de ces potentiels changements climatiques qu'on note au Luxembourg. C'est d'un côté, comme vous le savez, il y a ces événements de pluie torrentielle qu'il y a eu il y a 4 ans, respectivement, il y a 2 ans dans la région du Mullertal, qui ont causé des très forts dommages suite à ces
fortes pluies. Il y a aussi eu des dommages matériels. Fort heureusement, on n'a pas eu de dommages humains. Par contre, il y a aussi eu des impacts sur la qualité de l'eau qui a été dégradée. Voilà, aussi, par exemple, probablement sur tout ce qui est qualité de vie des organismes aquatiques. Suite à ces événements, aussi au niveau gouvernemental, on a adapté des stratégies d'adaptation possibles, hein, donc pour mieux cartographier ces risques, pour mieux informer, sensibiliser les personnes, pour créer des surfaces de rétention de ces pluies en amont des cours d'eau, pour limiter les risques d'érosion, pour créer des bandes riveraines dans des milieux urbains et non urbains, des couloirs écologiques le long des PAG, donc des surfaces résidentielles ou urbaines. Voilà. L'autre truc, c'est le risque, plutôt que le truc, c'est des inondations qui ne sont pas des événements ponctuels de très forte intensité, mais des crues suivies à plusieurs journées de précipitations ininterrompues, par exemple. Là, je vous ai amené quelques images d'une situation qu'il y a eu à Esperange, à Haïti, qui a 7 ans, où en fait, suite à un mauvais ou un aménagement non adéquat, on a eu des inondations d'un quartier habitable. On a, entre-temps, il y a eu sur l'image de droite, vous voyez, je vois un peu des gens parler, ou est-ce que je me trompe? OK. Pardon. Donc, il y a eu des mesures qui ont été réalisées, c'est pour créer des surfaces de rétention, hein, pour donner du volume à l'eau avant que cette eau n'entre dans les quartiers habités. Donc, aussi des mesures de renaturation sont possibles, des plans de gestion. Donc, il y a vraiment une approche stratégique qui est adaptée par l'administration de la gestion de l'eau avec ses partenaires pour identifier les zones à risque et puis promouvoir des mesures. Donc, aussi, les communes, dans ces cas précis, ont une très grande importance, hein, dans le rôle qu'ils jouent. Le côté, je l'avais déjà abordé, la diminution des précipitations en été, ce qui a comme conséquence qu'il y aura moins de ressources disponibles, forcément, hein, pour leur utilisation, qu'elle soit pour l'eau potable ou non potable. Nouveau, il y a un risque de dégradation de la qualité de l'eau, avec un impact notamment sur les organismes vivant dans l'eau, donc la faune et la flore. À nouveau, là, il y a des stratégies d'adaptation qui sont développées ou en cours de développement, hein, donc pour identifier quels sont les risques, hein, donc de combien d'eau est-ce qu'on a besoin pour que les organismes puissent encore vivre. Ça, dans la perspective de réduire les prélèvements. Il y a des campagnes de sensibilisation, comme il y en a une qui a été lancée pas plus tard qu'hier, hein, pour dire, OK, voilà, faites un peu gaffe pour comment vous allez utiliser l'eau. La gestion de l'eau pluviale, des économies d'eau, des mesures d'ombrage, le cours d'eau, ça peut tout être des mesures qui peuvent être envisagées pour s'adapter à cette situation. L'autre conséquence, c'est effectivement le nombre d'augmentation des jours estivaux. Donc, la consommation en eau potable ou l'eau du robinet risque de changer. Et souvent, ce qu'on a déjà constaté dans les années, surtout pendant les mois de juin, juillet, quand il y a de ces fortes consommations d'eau, en fait, le dimensionnement des réseaux d'eau potable n'est plus adéquat à livrer à chaque moment suffisamment d'eau. Et c'est très difficile aussi d'adapter ces réseaux, hein, de construire des nouveaux réservoirs, etc. Donc, c'est aussi des phases de sensibilisation qui sont alors lancées. Au début, on essaye de sensibiliser les personnes. Si on voit que la situation se dégrade, il y a des mesures aussi restrictives qui peuvent être prises par arrêté communal, notamment, mais on essaie d'éviter cette situation en sensibilisant les gens dans chaque secteur, hein, non seulement le particulier à la maison, mais aussi le secteur agricole, mais aussi le secteur de l'industrie ou des services. Ce qui est très important aussi, c'est de protéger les ressources de niveau qualitatif, hein, notamment pour réduire les intrants en engrais et pesticides, parce qu'on a actuellement
on a pour un équivalent de 70 000 personnes, il y a des ressources en eau souterraine qui sont hors service parce qu'ils ne peuvent pas être utilisés soit à la mauvaise qualité de l'eau. Donc, l'amélioration de la qualité de l'eau est très, très importante aussi pour la gestion des changements climatiques qu'il peut y avoir. Voilà. Finalement aussi, on a parlé surtout des pénuries d'eau pendant les mois d'été, mais aussi le changement de la période de végétation, l'augmentation de la période de végétation peut aussi avoir un impact quantitatif, notamment sur les eaux souterraines. Donc, les mois d'hiver sont très critiques pour la recherche des eaux souterraines qui correspond justement à 50% des ressources en eau potable. Et là, à nouveau, c'est un peu comme ce que j'avais dit dans le slide précédent, c'est à peu près les mêmes mesures qui sont prévues d'être faites. Surtout si on travaille, il y a pas mal de réflexions qui sont faites au niveau de la réutilisation de l'eau, hein, au niveau des particuliers. Donc, il y a des projets de pilotes qui sont en train d'être lancés en ce moment. Techniquement, c'est pas aussi facile que ça sonne, mais justement, on prévoit de lancer ou des projets pilotes sont sur le point d'être lancés. Voilà, toutes ces mesures que je viens vous expliquer, elles sont intégrées dans plusieurs plans de gestion, des ressources en eau qui est renouvelé chaque 6 ans. Il y a un plan de gestion des inondations, il y a aussi ce plan stratégique d'adaptation climatique qui a été aussi discuté très récemment. Donc, ça, c'est tous des facteurs des plans où ces mesures que je vais vous résumer sont intégrées. Voilà, peut-être ce que je viens à mon dernier slide, je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que tout ce que j'ai présenté, ça assomme un peu les gens. On a tendance à dire, ah non, il y a tout le monde qui va s'écrouler. Je pense que ce n'est pas le cas, c'est vrai, il y a des adaptations à faire. Mais je pense que ces changements peuvent être faits à beaucoup de niveaux, hein. Donc, je vous ai montré quelques exemples de ce qu'on fait, on essaie de faire au niveau de l'État. Mais il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont lancées maintenant. Je pense notamment à cette initiative Refill qui fait la promotion de l'eau potable de manière gratuite, qui lance une sensibilisation au niveau d'eau potable. Il y a déjà des techniques d'innovation, de réduction de la consommation d'eau qui sont faites, hein. Donc, avec l'image que je vous montre en haut, il y a l'irrigation goutte à goutte qui est faite. Il y a encore déjà d'autres technologies dans d'autres domaines qui sont développées. Il y a aussi ces initiatives publiques comme le Water is a Human Right, Right for Water. C'est une pétition européenne qui a été lancée il y a quelques années, qui a récolté plus d'1 million de signatures, qui a mené à un changement, notamment qu'il y aura une nouvelle directive eau potable qui va entrer en vigueur au niveau européen en fin d'année, grâce justement à ces initiatives. Et cette directive eau potable, elle vise à favoriser l'accès à l'eau potable. Et voilà. Et puis, il y a encore d'autres exemples de sensibilisation, que ce soit l'économie de l'eau dans les ménages, mais aussi dans les vêtements, tout ce qui est cette eau virtuelle, hein, donc, qui sont des économies d'eau qui se font dans d'autres pays, mais avec les actions qu'on fait maintenant, ça a des conséquences dans d'autres pays. Voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont susceptibles d'être faites. Donc, ces changements sont possibles. Et c'est avec ça que je veux un peu lancer la discussion ici. Merci. Merci Tom pour cette présentation très concrète sur le Luxembourg. C'était très intéressant.